Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je vais vous parler d'un film que je n'avais pas prévu d'aller voir, mais que finalement sur un coup de tête je suis allé voir là tout à l'heure. Solo, A Star Wars Story, donc qui vient de sortir au cinéma, le nouveau spin-off de la saga Star Wars, vous savez, qui a été réanimé par Disney, hein, avec l'épisode 7, l'épisode 8 et Rogue One. Voilà, alors je sais pas, j'avais pas forcément envie d'aller le voir parce que j'avais trop peur de trouver ça mauvais parce que quand même Harrison Ford, Han Solo, c'est culte et là le faire jouer par un autre acteur pour voir son origin story, une origin story qui n'avait pas tant de surprises que cela parce qu'on pouvait s'imaginer donc qu'il rencontre Chewbacca, qu'il rencontre Lando Calrissian, qu'il récupère le Millennium Falcon, le Faucon Millennium. Donc, ouais, enfin, je suis allé le voir quand même, hein, puisque j'ai eu envie, hein, au final. Ça m'est venu d'un coup comme ça. Et est-ce que j'ai regretté mon choix? Oui et non. Voilà. C'est un film auquel j'attribue la note de 6 sur 10. C'est à la fois généreux et dur comme note, quelque part, mais je suis un peu le cul entre deux chaises. Disons que sur le côté divertissement pur sur grand écran, j'ai plutôt pris mon pied. Voilà, au niveau des scènes d'action, des passages dans l'espace, sur certaines planètes, quelques poursuites, tout ça. C'est du Star Wars, voilà, on ne peut que s'y immerger sans souci dans une salle obscure. Donc ça fait un peu cache-misère pour le reste, mais au moins ça c'est cool. Et quelques endroits, enfin quelques scènes vraiment sympas, notamment quand ils sont dans le Maelstrom, là, près de la planète Kessel, je crois, ou oui, c'est ça. Donc ça c'était cool. Euh, mais au final, l'histoire, ben oui, tout est assez prévisible, malheureusement. Même s'il y a quelques... Voilà, les personnages rajoutés autour ont leur intérêt, on va dire. Mais l'histoire en elle-même est assez prévisible, hein, l'histoire de Han Solo, donc jeune contrebandier qui déjà sur la planète Corellia à la base fait des petits trucs pour la mafia locale, on va dire. Et bah ça se passe pas forcément bien. Et la chef de la pègre locale, Lady Proxima, sorte de chenille ver de terre étrange, décide de le bannir, enfin, en gros de se lancer à sa poursuite. Et Han Solo s'échappe, s'en va de Corellia, mais malheureusement sans sa compagne de l'époque, la jeune Kira. Ils sont séparés et c'est de là que l'histoire part, puisque Han Solo n'a qu'une chose en tête, revenir sur Corellia pour récupérer Kira. Entre-temps, donc il s'engage pour l'Empire, il veut être pilote pour l'Empire, parce que c'est son rêve d'être pilote, vous connaissez Han Solo. Il se fait engager sous le nom de Han Solo, parce qu'en fait il ne s'appelle pas Han Solo, il s'appelle juste Han. Et c'est en s'engageant que le recruteur lui donne le nom de Solo, parce qu'il est seul. Voilà, Han Solo donc. J'avoue que c'était un peu... Enfin, c'était pas la grande réussite du film, cette révélation sur le vrai nom donc, de Han Solo. Mais bon, passons. Et 3 ans se passent. Voilà, Han Solo n'est pas devenu pilote, non, il est engagé comme troufion dans l'armée. Et d'ailleurs, une belle scène de guerre hein, qui rappelle un peu Faut sauver le soldat Ryan, ou plus récemment Edge of Tomorrow, là, avec caméra réaliste, caméra épaule et tout. Ça, c'est plutôt sympa. On ne voit pas ça souvent dans Star Wars, et je crois que c'est la première fois qu'on voit des scènes aussi guerrières avec l'armée de terre dans Star Wars. Bref, sympa. Et là, il se retrouve donc enfin, il trouve des nouveaux alliés. C'est difficile au début. Il trouve des nouveaux alliés en la personne de personnages qui ne sont pas, pour le coup, dans la trilogie originale. Notamment Tobias Beckett, le capitaine, joué par Woody Harrelson. Il y a aussi l'actrice, pas l'actrice, la femme Val, jouée par l'actrice Tandy Newton, qu'on a récemment vue dans Westworld, entre autres. Voilà, et aussi un extraterrestre, un pilote, du nom de Rio. Voilà, bon. Plutôt sympa, comic relief de base. Mais il y a aussi Chewbacca, parce que c'est là qu'il rencontre Chewbacca sur cet endroit, cette planète où il y a la guerre. Il y a Chewbacca qui est emprisonné, qui joue le rôle de la bête, qui mange les gens qui ont déserté et tout. Sauf que Han Solo parle le Wookiee et se fait ami-ami avec Chewbacca et s'évadent ensemble. Ouais, alors ça, c'est très vite torché quand même. Pourquoi il parle le Wookiee, on ne sait pas. Pourquoi Chewbacca lui fait confiance directement aussi facilement alors qu'il a dû bouffer des vingtaines de personnes avant, on ne sait pas. D'ailleurs, c'est assez drôle de voir que Chewbacca a été utilisé ici comme une bête presque
Ouais, enfin, un carnivore qui mange les hommes, alors que dans le réveil de la... Pas dans le réveil de la force, dans les derniers Jedi, on a ce Chewbacca qui devient végétarien avec les porgs. Bon, c'est assez amusant et de... Bref, peu importe. Et à partir de là, donc, la nouvelle équipe va essayer de récupérer une sorte de truc précieux, là, d'hypercarburant, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais, j'ai complètement oublié le nom d'un métal, d'un minerai, d'un carburant très précieux, là. Ils doivent, voilà, c'est ça, le coaxium. Ils doivent aller récupérer du coaxium pour le chef, enfin l'employeur du capitaine Tobias Beckett, donc Woody Harrelson. Ce chef qui n'est nul autre que de Dryden Voss, joué par Paul Bettany. Voilà, le chef de l'Aube écarlate dans le film. L'Aube écarlate, on ne sait pas ce que c'est. On a une idée de ce que ça va être vers la fin, hein, mais on ne sait pas ce que c'est. Pendant les trois quarts, donc même les 4/5 du film. Et voilà, à partir de là, ça se poursuit, tout ça, on voit des planètes, machin. Hein. Il y a des pirates aussi qui apparaissent dans le film. Des pirates qu'on voit dans le premier acte, qui sont les ennemis de Beckett. Avec d'ailleurs un thème musical intéressant. C'est le seul thème musical que j'ai trouvé intéressant dans le film. C'est le thème musical des pirates. Euh, qui sont menés par le mystérieux Enfys Nest. Mais ouais, il se passe plein de choses, et puis vers la fin, c'est rebondissement sur rebondissement sur rebondissement qu'on voit arriver de loin pour on ne sait pas trop pourquoi. Le scénario, en fait, c'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel, c'est prévisible et surtout, ça veut essayer de surprendre trop de fois pour au final, ça ne surprend pas. Il n'y a qu'une chose qui surprend, et je vais en parler en spoiler, quand même, je vais être obligé. Mais sinon, quelques derniers mots sur les acteurs avant de parler aux spoilers, avant de parler des spoilers. Bon, Alden Ehrenreich, pas facile. Ehrenreich, c'est pas facile à prononcer son nom. Celui qui joue Han Solo jeune, donc, est plutôt correct. Voilà, je m'attendais à pire. Ça passe. Alors évidemment, on pense toujours, enfin, il y a toujours le fantôme d'Harrison Ford derrière, mais ça passe plutôt bien. L'acteur a fait des efforts hein, pour essayer de calquer son jeu sur celui d'Harrison Ford dans la trilogie initiale. Voilà, il y a quelques mimiques qui passent et qui rappellent donc, notamment ouais, au niveau du faciès, comme ça, qui rappellent un peu Harrison Ford. Donc ça va, c'est pas mal joué. C'est pas non plus un. Ça mérite pas l'Oscar, loin de là, mais c'est plutôt bien joué, ça passe, même si voilà, l'acteur, enfin, du coup, le personnage manque de charisme hein, par rapport au Han Solo d'origine, mais c'est normal, c'est le début de son histoire. Woody Harrelson est sympa, toujours un acteur qui fait le taf, hein, voilà, qui joue toujours à peu près de la même façon, mais c'est plutôt cool. Il y a Emilia Clarke donc dans le rôle de Kira, Emilia Clarke, la fameuse Daenerys dans Game of Thrones, qui est, ouais, voilà, sans plus. Et Lando Calrissian, qui est joué par Donald Glover, un acteur qui commence à bien percer aux États-Unis, qui est aussi dans la musique, hein, Childish, pardon, Gambino, si vous connaissez, This is America. Plutôt bon, moi j'aime bien, Donald Glover, il a plutôt, ouais, il fait un bon Calrissian. Voilà, donc pas plus de choses à dire. Bon, j'ai parlé de Tandy Newton aussi, dans le rôle de la compagne de Tobias Beckett, Val, qui est plutôt sympa, à l'image de son rôle dans Westworld, une actrice qui fait bien son travail. Paul Bettany, oui, bon. Finalement, hein, chacun fait son petit bonhomme de chemin là-dedans sans pour autant se sublimer. Mais bon, voilà. Et on va passer donc enfin au spoiler, parce que là, il y a quand même quelque chose à dire sur un spoiler majeur dans le film. Donc spoiler, si vous l'avez pas vu, arrêtez là. À la fin, Kira se retourne. Alors, là, on va recontextualiser. Kira, pendant ses 3 ans, donc vous savez, la compagne d'Han Solo, Han Solo la retrouve par hasard dans une cantina et elle est devenue, Kira, la bras droit du chef enfin, du pseudo-chef de l'Aube écarlate, Dryden Voss, qui n'est pas vraiment le vrai chef, puisqu'à la fin, Kira, finalement, se retourne encore. Alors, on sait pas trop où elle est, mais en fait, elle est parmi les méchants, elle est encore assujettie à l'Aube écarlate, elle tue Dryden Voss, et en fait, elle s'adresse au vrai leader. On ne sait pas si elle fait un double jeu, au vrai leader de l'Aube écarlate, qui n'est nul autre que Dark Maul. Ouais, ouais. Dark Maul, celui qui a été coupé en deux par Obi-Wan dans La Menace Fantôme. Alors, évidemment, dans l'univers étendu de Star Wars, on sait que, me semble-t-il, Dark Maul a été cloné et donc n'est pas mort. Enfin, du moins, il est encore là après La Menace Fantôme, même si c'est plus du tout mentionné dans la prélogie. Donc c'est pas si choquant que ça, mais imaginez les gens qui n'ont pas du tout
qui ne s'intéressent pas à l'univers étendu. Il y a beaucoup de gens qui n'ont vu que les films, ils n'ont pas vu Clone Wars, ils n'ont pas vu d'autres choses, ils n'ont pas lu des machins. Ça a dû faire un choc quand même. Il y en a même certains, à mon avis, qui ont pas compris que c'était Dark Maul. Ils se sont dit, tiens, c'est un méchant de la même race que Dark Maul, machin, mais c'est vraiment Dark Maul. Voilà. Bon, bah, aucune explication, c'est la fin du film, au revoir. Alors évidemment, cela veut dire qu'il y aura une suite, mais de toute façon, il y aura une suite. Il y a déjà bah, le préquel, enfin, l'origin story, non, enfin, pas le préquel, mais du coup, l'in-between story entre les deux trilogies d'origine, enfin, Kenobi, il va y avoir Kenobi, le film Kenobi, avec Ewan McGregor, me semble-t-il. Enfin, je crois que ça a été confirmé, je suis pas sûr, mais il me semblait qu'il avait confirmé qu'il allait jouer dans Kenobi, dans ce Kenobi-là. Et j'imagine que ça va s'enchaîner et qu'on verra peut-être ou pas d'ailleurs Han Solo dans. Peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, il est sûr que l'histoire de Dark Maul, machin, Lobe écarlate, ça va être au centre de l'histoire de Kenobi, je pense. Voilà. On verra sûrement Han Solo parce que je crois qu'il va sur Tatooine pour à la fin pour voilà avec Chewbacca ils y vont oui ils y vont pour aller sur Tatooine et Kenobi jusqu'à preuve du contraire il est sur Tatooine aussi pour se mettre au service c'était pas mentionné mais on le sait hein, évidemment de Jabba the Hutt. Ouais donc probablement qu'il va y avoir une suite là-dessus et qu'en fait les deux vont être connectés. Je crois aussi qu'il y avait des rumeurs de films sur Lando Calrissian donc peut-être pourquoi pas je suis pas sûr. Pourquoi pas? Mais du coup, ouais, cette fin de film annonce une suite. Il y en aura une, forcément. Donc c'est intéressant en soi. Ça va faire aussi peut-être une trilogie dans les spin-offs, hein, allez savoir, je ne sais pas. Mais ouais, donc il y a ça, et puis bah, après pour les rebondissements de l'histoire, pas la peine de spoiler, à la fin, Han Solo et Chewbacca sont les seuls survivants, grosso modo, à part Kira donc, qui s'en va au loin sur une planète mystérieuse rejoindre Dark Maul. Et Han Solo tue Tobias Beckett, son capitaine, qui entre-temps l'avait trahi. C'est compliqué. Les pirates, là, à un moment, qu'on sent qu'on croit méchants et tout, menés par Enfys Nest, sont en fait gentils, et c'est eux qui gagnent à la fin. Enfys Nest étant une jeune fille, d'ailleurs, alors qu'on pense être un gros monstre derrière, etc. Pas du tout. Elle était cachée derrière un masque. Et puis, sinon, bon là, j'aurais dû en parler avant les spoilers, mais c'est assez drôle. Ce film a pour thématique deux choses. Euh, la relation face à la solitude, d'où Han Solo d'ailleurs, solo. Est-ce que voilà, vivre seul, ça vaut le coup au moment où Woody Harrelson perd sa compagne cette compagne avant dit voilà, vaut mieux vivre avec même avec ce gars-là plutôt que seul. Alors que le pilote qui meurt aussi, donc le premier pilote Rio là, est seul et meurt seul. C'est triste comme scène, bon, c'est très vite torché, mais c'est assez triste. Han Solo est seul. Il restera-t-il seul toute sa vie? Et puis, donc il y a la solitude. Et la deuxième, c'est la libération des opprimés et des minorités, on va dire, avec ces pirates, les pauvres qui prennent leur revanche en récupérant la richesse derrière et qui vont, grâce à ça, démarrer une rébellion. Donc probablement l'origine de cette rébellion qui sera donc dans la trilogie originale. Probablement, ouais, ici il y a le truc. Et donc là, ouais, et puis à un moment, il y a une druide. Alors il y a une druide. Cette droïde, c'est la copilote de Lando Calrissian du Faucon Millennium, une certaine L337. Et cette droïde milite pour qu'on libère les droïdes, pour l'égalité humain-droïde. Et puis à un moment, elle libère les droïdes pour faire diversion lors d'une scène d'évasion. Là, enfin, là quand ils vont aller, quand ils vont dérober le coaxium. Donc voilà, donc c'est assez intéressant. Petit peu too much, mais le côté droïde militant, bon, ouais. Droïde très humain, d'ailleurs, très humanisé ce droïde jusqu'à sa mort, où sa mort est la plus prenante du film, clairement. La plus avec de la musique triste derrière, humaine, machin. Ouais, ouais, pourquoi pas. Bon, c'est marrant. Là, les Star Wars Disney continuent à envoyer des messages un peu surfaits, j'ai envie de dire, sur des choses, ouais, sur des causes justes, hein. Mais quand même, l'égalité, mais non, mais les droïdes, on a. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, dans le film d'avant, c'était plutôt les végétariens avec les porgs. Bon, ouais, enfin, si on veut, c'est marrant. Enfin, c'est... Puis bon, du coup, les femmes en avant dans Star Wars, dans la nouvelle trilogie, il y avait Rey, il y avait Jean dans Rogue One, et là, il y a du coup quand même Kira qui fait la femme forte hein, dans tout le film. Donc ouais, non, c'est bien ce que fait Disney là-dessus, mais c'est malheureusement un petit peu trop enfoncé les portes ouvertes parfois, hein, et c'est pas très subtil. Bref, ce solo était intéressant à voir visuellement, mais quant à l'histoire, bah voilà.
Puis il y a Dark Maul, donc il revient. Bon, je vous avoue que j'ai été surpris. Ça c'est bien, au moins j'ai été surpris par quelque chose. Mais que du coup j'attends la suite avec impatience et inquiétude de voir ce qu'ils vont nous en faire. On peut imaginer à coup sûr qu'il y aura un tête à tête entre Kenobi, Obi-Wan Kenobi et Dark Maul dans le film Kenobi, c'est sûr. Mais bon, on sait d'avance qui va gagner, donc est-ce que c'est vraiment intéressant? C'est un peu le problème de ces spin-offs. Hein. On sait tout. Les enjeux sont faibles, puisqu'on sait tout ce qui va se passer, et même les personnages rajoutés soit vont disparaître dans la nature, soit vont crever dans l'indifférence la plus générale. Bon voilà, c'est un peu le problème de ces films-là. Mais bon, c'est pas grave. Allez, à la prochaine, ciao.